Actualité aujourd'hui avec Valérie Mérès. Bravo. Sophie Garel. Oh, super. Philippe Gueluc. Bonjour. Jean-Luc Lemoyne. Génial. Franck Dubosc. Oh, il n'y a pas de mots. Et Pierre Bénichou. Mais lui. Merci. Lui-même. Ça va, Pierre? Depuis Ça va hier très bien. Hein? Oh, depuis hier, j'ai passé une nuit magnifique. Menteur. Ah non, parce que c'est truqué. Sophie, content de retrouver votre Bénichou? Oui, la nuit a été formidable, je dois le dire. Ah bah, parce que vous... Bah, écoutez, c'est qui veut qui peut, mais il y en a qui... En tout cas, ils en parlent beaucoup. C'était avant hier soir qu'on vous a vu dans un téléfilm, Valérie Mérès. Bah, j'espère bien qu'on m'a vu. Et c'était bien? Oh, elle m'a bouleversée. Elle a fait de moi une boule de larmes aussi. Ah oui. Vous l'avez vu, vous, Pierre? Non, et là. Jean-Luc, vous avez regardé Valérie Mérès, c'était une obligation. Oui, alors, mais je sais pas quel poste tu jouais, parce que Bayern Munich contre Manchester United, je t'ai cherché, je t'ai pas trouvé, on m'a dit que t'étais à la télé. Eh Non, ouais. je suis désolé. Mais c'est ça le problème. Ne riez pas avec ces choses-là, les artistes sont fragiles. Et elle n'aime pas qu'on rie avec ça, parce que moi je sais, toute ma famille t'a regardé. Moi j'étais obligé de sortir, c'est ce que c'est. Mais ils sont tous regardés, je suis arrivé, c'était des locs. Ils ont dit quelle chance tu as de travailler avec une femme aussi profonde, aussi sensible, aussi extraordinaire. Tu nous dis toujours, j'ai une petite qui... Pas du tout, m'ont-ils dit. Maintenant, je te regarde d'un autre œil. J'ai deux visages. Hein. Tu veux que je te montre l'autre côté? Pierrot, est-ce que vous étiez invité au mariage de David Douillet? Non, j'étais pas invité au mariage de David Douillet, parce que la dernière fois qu'il m'a mal parlé, j'ai mis une de ses trempes. Et je veux dire, maintenant, il m'invite plus. Je vous pose cette question parce que, vous savez, comme chaque vendredi, nous allons évidemment commenter l'actualité des hebdomadaires. Paris Match, Le Point, L'Express, Le Nouvel Observateur, VSD, j'en oublie peut-être. Et à la une de Match, cette semaine, c'est David Douillet et sa famille, sa femme, ses 5 enfants, le fils qu'il a retrouvé qu'il avait perdu. Ah, c'est des doubles pages, alors, hein. Ah oui, vous avez vu ça un peu? Quel beau mariage. 5 enfants avant de se marier. De mon temps, ça aurait pas été possible, des trucs comme ça. Hein. C'est vrai? Oui, mais c'est dégoûtant, franchement. Et en plus, il s'habille en blanc. Alors, attends, bonjour la virginité là-dedans. Il a fait 5 enfants avec la même femme et se marie avec elle? Non, pas avec la même femme. Ah Non, bon? non. Parce que je trouvais ça Ah idiot. mais non, il fait 55 enfants avec une autre et puis il se marie avec une bon. nouvelle. Avec qui il part? Mais c'est bien, c'est moderne, c'est un conte de fées à l'envers. Ils jurent beaucoup d'enfants et après ils vécurent heureux. C'est vrai. Eh ben, le conte de fées est en photo dans Paris Match avec évidemment Jacques Chirac, puisque le président de la République était au mariage. D'ailleurs, Charlie Hebdo nous dit Jacques et Bernadette Chirac ont été invités au mariage de Douillet. La vente de la jarretière s'est faite en pièces jaunes. On imagine, ça devait être sympa l'ambiance avec les Chirac au banquet. Gérard Jugnot était invité aussi au mariage. Je vous le dis parce que il a été contraint de signer quelques autographes, racontait le journal du dimanche. Et à un moment donné, Jacques Chirac a surpris la scène, voyant Jugnot signer des autographes. Il a dit attention Gérard, il y a sûrement des chèques. Et Il est drôle. Hein. Il doit pas facile à être habillé, hein, Douillet. Je regarde les photos. Ah non, franchement. moi je lui mets un 62. Hein. Le costard qu'il avait et les pompes, c'est quelque chose. Hein. C'est Disneyland, hein, le mariage. Hein. Vu le poids et la taille qu'il fait, Douillet, quand ils font l'amour, s'il est dessus, ça doit lui faire mal à la pauvre. Oh, Elle est énorme. Bon, enfin, de quoi tu te mêles? C'est une vraie baraque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? faut voir Moi je me souviens de Martine Carole au Festival de Cannes, parce que ça revient le Festival de Cannes, il y a une quarantaine d'années. On lui avait fait croire qu'Orson Welles l'attendait pour lui donner un rôle. Elle est montée dans sa chambre et elle est redescendue 20 minutes plus tard. On lui a dit alors comment ça s'est passé? Elle a dit il est lourd. C'est facile pour Douillet de se marier. Avec sa carrure, personne n'ose lui dire non de toute façon. Ah, Donc, vous croyez que c'est ça? Ah bah oui. Vous croyez qu'un judoka peut se marier plus facilement? Ah bah je sais pas, mais moi un judoka vous dit tu veux m'épouser? Je dis ah oui, d'accord, ok, si tu veux. Ah, Pierre Bénichou l'a déjà eu en face de lui. Il a fait quelques combats, hein, Pierrot. Oh non, là on a tiré 2-3 fois hein, comme ça. Mais c'était des combats amicaux, comme ça, c'était pas pour le titre ni rien. Je l'ai envoyé sur son cul, ce gros con, hein, je veux dire, c'était assez marrant. Bon, il était que 4e dan, j'étais déjà 5e dan, moi. Parce que j'ai 2 ans de plus. 5e dinde, ouais. Pardon? Non, je prends mon cas pour une généralité. Tu vas la laisser me parler comme ça? Attends, elle est gentille. Tu sais comme elle a souffert l'autre soir sur la 6. Je suis obligée d'être tolérante. Tu étais sur la 6 l'autre jour? Ça roulait bien.
Un autre sujet dans VSD, les marques piégées par les super-héros des faits divers. Et on nous montre différentes photos assez incroyables de Guy Georges, par exemple, le serial killer dont c'était le procès il y a quelques temps, avec un t-shirt Umbro. Et on nous dit que Guy Georges a offert une tribune exceptionnelle, une tribune publicitaire exceptionnelle à cette marque de t-shirts et de vêtements sportifs. Parce que pendant tout le procès, on a vu ce serial killer avec le t-shirt marqué Umbro. Les chaussures Berluti, par exemple, d'un seul coup, la notoriété de ces chaussures est devenue énorme, alors que personne, parmi le grand public, ne connaissait peut-être... Grâce à Roland Dumas. Grâce à Roland Dumas, ne connaissait cette marque. Il y a Alfred Sirvin aussi, quand il est rentré, enfin pas tout seul, mais quand on l'a fait rentrer des Philippines, il avait une casquette Guess. Tout le monde a vu cette casquette pendant plusieurs jours dans tous les journaux télévisés, sur toutes les photos dans tous les magazines. Et voilà, des marques qui se retrouvent comme ça à la une de l'actualité, sans vraiment le vouloir, évidemment, mais qui bénéficient d'une publicité alors bonne ou pas bonne? Ah ben, moi, j'imagine bonne, parce qu'on dit qu'en termes publicitaires et en termes de notoriété, plus on voit la marque, et mieux c'est. Oui. Moi, j'essaye, je passe des petites annonces, je dis s'il y a des assassins en puissance à l'écoute, qu'ils m'écrivent, j'envoie gratuitement des t-shirts Le Chat. Parce qu'un jour, ça peut se retrouver dans les journaux. Mais c'est repetition is reputation. C'est ça, la répétition, c'est la réputation. Et même si c'est sur la peau d'un assassin, regardez les pastilles Vichy, ça doit énormément au maréchal Pétain. Mais non, les pastilles Vichy, c'est parce qu'elles sont bonnes. Joe Star aussi, par exemple, a popularisé l'image de... Naf. De Lacoste. C'était le crocodile Lacoste qu'il avait toujours sur ses t-shirts. Et puis après, il a changé. Il s'appelle, il est sponsorisé, paraît-il, maintenant par LS. Je connais pas cette marque. Oui, c'est une marque de sport. Moi, je la connais par Joestar, justement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette photo? Regardez, la photo du serial killer Guy Georges avec effectivement son t-shirt Umbro. Je suis sûr que ça a dû emmerder les patrons d'Umbro, mais ils ont tellement gagné justement à mettre leur truc sur le t-shirt. Un beau jour, il faut bien que quand c'était porté par des sportifs, par des types merveilleux, par des jeunes gens très beaux et tout ça, que le jour où c'est l'assassin, hélas, le plus tragique de ces 20 dernières années, eh ben il paye. Je suis sûr que c'est pas bon, moi. Ou alors il faut prendre une photo quand il sortira de prison avec le même t-shirt. Il regardez Umbro, ça dure 30 ans, un truc comme ça. C'est bon. Mais en même temps, vous dites Bénichou, c'est pas bon, et en même temps dans VSD, c'est la première fois qu'on parle de ça. Oui. Or, on voit ces images. C'est un excellent sujet, je trouve. Oui, absolument. C'est un vrai sujet journalistique, et ça fait des années, des dizaines d'années qu'on voit ça, et personne l'a remarqué. Donc c'est que c'est subliminal. Exactement. Donc l'article de VSD est très bon. Je signale aux auditeurs que les deux types qui disent que l'article de VSD est très bon sont tous les deux payés par VSD car ils travaillent à VSD. Pas du tout. C'est le cas uniquement de Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, voilà. Philippe Gueluc. Il est payé, je vais vous dire, pour faire des pages. Alors là, je vais vous dire, cette semaine, la page de Gueluc dans VSD. À sa place, j'aurais honte. Alors attendez, je peux la raconter, la page. Vous pouvez la raconter, c'est une histoire en une page. On reviendra au dossier des pubs tout à l'heure. Mais voilà, vous avez le chat, une première case qui est là, il disait achetez mes appos, ils sont beaux mes appos. Alors il y a un client qui arrive, qui dit il est joli celui-là, je peux l'essayer, je vous en prie. On voit le type souffler dans la peau. Il marche pas votre appôt, c'est un quoi? C'est un appôt pour les ours. Un ours normalement fait grrr. Oui, mais ça peut pas marcher, fait le client. Il n'est même pas troué, votre appôt. Alors le chat vérifie, il regarde la peau et dit effectivement, c'est pas troué, c'est vous qui avez raison, cher monsieur. Vous n'arriverez jamais à les vendre si vous ne les trouez pas, dit le client. Recevez toutes mes excuses, dit le chat. Et là, la conclusion du chat, au bout d'une page, parce que tout ça, ça fait une page, c'est ce client n'a pas tort, on ne doit pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir troué. La honte. Alors vous voyez, Bruno Mazur a été viré pour moins que ça. J'avais compris, acheter mes impôts. Mais moi aussi. Je dis, moi, je suis vendeur, moi. Eh bien, c'est pour ça que c'est du dessin, parce qu'on voit sur l'image que ce sont des appos. Qu'est-ce que c'est un appôt? C'est un petit truc pour appeler les animaux à la chasse. Il faut expliquer ce que c'est qu'un appôt. C'est quand tu vas à la chasse au canard, tu fais coin. C'est un appôt. Oui, là, les canards, ils sont bons, là. Non, mais tu te sers beaucoup d'un appôt, toi? Non, oui, celui qu'on utilise pour appeler sa famille, on utilise ses proches, ça s'appelle les appos locaux. Très bien. Alors, vous êtes très dur avec cet excellent dessinateur de VSD qui a mis tout son cœur dans la réalisation de cette planche, qui rend à travers cette page un hommage à un géant du métier qui est Gottlieb et qui faisait régulièrement dans sa rubrique à braque une connerie dans le genre qui se terminait sur un proverbe à la con. Mais oui, c'est comme pour les marques, même si on les met sur des assassins, on en parle et les producteurs de la marque sont contents. C'est vrai. Alors revenons justement aux marques, les chaussures Berluti. Vous pensez vraiment que l'affaire Roland Dumas a apporté beaucoup de notoriété à cette... Je vais vous dire la vérité sur les chaussures Berluti.
Cet homme, quoi il se mêle? Cet homme a été condamné par l'opinion publique parce qu'il avait des chaussures Berluti. C'est un homme dont on sait qu'il est fortuné et qui a acheté des chaussures. Il a dit à sa maîtresse, qui était voisine de la maison Berluti, de lui rapporter. Et tout le monde a dit, il achète des chaussures à 11 000 francs. Si on peut trouver des chaussures sur mesure chez Berluti pour 11 000 francs, qu'on me le dise, le premier prix c'est 22 000. Ah oui? Alors, mais pour les deux chaussures. Pour les deux. Non mais c'est vrai. Là, c'est 11 000 chez Berluti, ça nous a fait rire dans mon milieu. C'est 11 000 la chaussure. Mais non, ça se vend pas. Les chaussures, souvent, ils les vendent par paire. Eh ben, Et puis il y a des unijambistes. Oui. Ah oui, alors on en vend une chaussure à un et puis on espère qu'un autre passera un autre jour. Taisez-vous, vous savez pas de quoi vous parlez. Hein. Les chaussures André ont fait fortune en 1918 parce qu'ils ont pris tous les nanars, tous les invendus pour tous les unijambistes. C'est pas vrai. Ouais, et ils ont vendu que des chaussures gauches et que des chaussures droites pendant des années. Et la pub, c'était André le pied. Oui. ça c'est vrai, hein. André le chasseur, sachant chausser, c'était. Bah, justement, il faut envoyer vos chaussures à George Bush. Je ne sais pas si vous avez lu cette opération. C'est un lecteur de France Soir qui a eu cette idée. C'est que George Bush, à travers même les déclarations de son secrétaire d'État Colin Powell, se sont tous les deux prononcés contre l'arrêt de l'utilisation des mines antipersonnelles que certains pays réclament. Et c'est un drame parce que des tas de gens continuent justement, c'est pour ça que vous m'avez fait penser à cette information, des tas de gens continuent à perdre une jambe, à perdre un pied en marchant sur une mine antipersonnelle qui reste d'une guerre, d'un conflit et à travers le monde. Une jambe, un pied et souvent une chaussure. Je trouve que c'est d'un humour dégueulasse de dire une jambe de perdu, 10 de retrouver. C'est des conneries. Ça, c'est honteux de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve que c'est un truc à l'américaine, c'est très très bon, ça. C'est vrai? C'est là où l'esprit des Américains est le meilleur. C'est une idée de Pascal Simon, qui est ancien directeur des programmes Handicap International au Cambodge, et qui dit envoyez vos chaussures à George Bush, Maison Blanche, voilà. Et donc c'est pas du tout un Américain qui a eu l'idée, figure-toi. Pardon? Mais pourquoi tant de haine? Mais c'est pas de la haine, c'est Moi, que t'as cette façon expliqué de que les regarder Américains comme ça. avaient des bonnes idées. Mais il a dit ça va marcher. Et moi, je dirais qu'une seule chose, je suis d'accord avec lui, et Abba Bush. Ça, c'est bon. Ah oui. Et je vais vous dire, je suis d'autant plus sensibilisé à ça, c'est que j'ai plusieurs fois soutenu Handicap International. Ouais. J'ai dessiné pour eux, et notamment j'ai fait un dessin pour dire que je dessine pas que des conneries. C'était le chat qui dit, on le voit, il y a une mine antipersonnelle, et il dit, poser le pied sur une mine antipersonnelle, c'est un petit pas pour l'homme, c'est un grand pas en arrière pour l'humanité. Bravo. Alors là, La peau de l'ours, on l'a oublié, hein. ça rattrape la peau de l'ours. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont repris ta phrase déformée quand ils ont mis le pied sur la Lune. dis donc. Ah ben oui, mais il pique. les On parlait des plagiaires. plagiats hier. Oui, oui. Valérie, Je sais plus ce que je voulais dire. envoyez vos pensées à Valérie Mérès. Ça y Il en est, restera quelque chose. on lui envoie à la Maison Blanche, Oui, tout à fait. George Bush, Maison Blanche, Washington. et on lui envoie nos chaussures les plus dégueu. Et on peut lui envoyer par avion, même si on pense que pour lui, un coup de pompe dans le train serait plus approprié. Évidemment. Et ça arrivera, hein, c'est une chose sûre. Bénichou? Moi, je suis tout à fait d'accord avec mes amis. Et en plus, je trouve que Valérie est formidable parce qu'elle a beau jouer des rôles intello la nuit, la journée, elle est toujours là-bas. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Sophie Garel, Franck Dubosc, Valérie Mérès, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou et Philippe Gueluc. Bonjour. Philippe, qui pour la première fois, signalons-le à nos auditeurs, que pour la première fois, vous avez la place centrale, Philippe Gueluc. Ça change quelque chose? Ah, c'est très troublant. Oui. Parce que j'ai l'impression que vous vous adressez à moi, Oui. personnellement, et je me dis, Alors que pas il y du a tout, des parce que millions là, d'auditeurs. vous vendriez la peau de l'ours avant de l'avoir. Non, mais franchement, c'est autre chose d'être. Ah oui, oui. On a le sentiment d'être un peu chef à cette place. Hein. Moi, ils m'ont Oui, mais on jamais sait- mis là, moi. C'est drôle. Mais on sait qu'on ne l'est pas. Ben, c'est-à-dire que si on te mettait là, ça serait pire que d'habitude, on pourrait décidément plus rien dire, quoi. Que tu es adorable. Oh. Tellement sotte. moi. Eh ben, je suis désolée, Regarde. Gueluc m'a mis un panneau devant moi, et ça veut pas du tout dire ça. Qu'est-ce qui vous a mis comme panneau, Gueluc? Bah, c'est une coupure de presse que j'ai trouvée là et je trouvais qu'elle lui allait bien. Sexy, mais pas si sotte. Ah, parce qu'en plus de ça, il profite de venir ici pour emballer. On le dit à sa femme, Madame Gueluc, qui nous écoute régulièrement. Non seulement hier, il va gagner le. Ah oui, et il nous brouille l'écoute. Je ne le ferai pas à la télévision.
Allez, un peu de politique, si vous le voulez bien. C'est une contrepétrie. Et oui, évidemment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle vient de comprendre et nous brouille les couilles. C'est pas beaucoup grave. plus mignon de brouiller les coudes en faisant blablabla. C'est vrai, vous aviez raison, Bénichou. Hélas. Elle est dans une forme. Mais le problème, c'est que c'est vrai, je me suis tellement habituée à ça, à dire des conneries que si je faisais l'émission en étant intelligente, je dirais plus rien. Parce que. Mais oui, c'est bien grave. C'est super lucide, en fait. C'est un vrai problème, ce que vous dites, Valérie. Quand on s'habitue pendant des années à dire des conneries, c'est comme pour la cigarette. Après, pour arrêter, Mais ouais. on sait pas comment faire. Oui, mais c'est pas mauvais pour la santé de dire des conneries. Non. Au contraire, ça fait du bien. Regardez. Non, ça dépend. Quand il y a une overdose, quand tu fais 2 paquets de conneries par jour, c'est bien. Parce que je vais vous dire, le matin, quand on a aimé dire des conneries pendant longtemps, et puis qu'on essaye d'arrêter. Le Première café connerie du du matin, matin, une les petite bonnes. connerie après le café du matin. Et la connerie après l'amour. Ah oui, quand tu dis alors heureuse, c'est bon ça. En revanche, dire aux jeunes, ne commencez pas à déconner. Non, parce que quand on commence, après, on peut plus s'arrêter. Voilà. Ça, c'est le truc. Voilà. Et déconner nuit à la santé. Ah oui, mais ils le mettent maintenant sur les paquets de conneries. Hein. Moi, j'ai un oncle qui est mort du cancer de la connerie. Ah oui? Il avait commencé jeune, à 16 ans. Arrête, tu me fais peur. Ah non. Et après, tu meurs? Ouais. Voilà, c'est une connerie. Dans Paris Match, on nous parle de la gauche yaourt. C'est Alain Genestar qui dit que finalement le boycott de Danone, c'est l'annapurna de la sottise. Il est contre le boycott de cette marque. Il dit à partir du moment où la législation sociale est respectée, existe-t-il une bonne manière de faire part à des salariés qui sont proprement virés? Non, ce n'est pas là affaire de politesse, c'est une grande tristesse. On compatit, on proteste, on défile, mais on n'appelle pas au meurtre, au boycott. Le boycott n'étant en rien une réponse, sauf à exprimer une solidarité instinctive. Et il rappelle, Genestar, dans Match, que lui et le groupe Danone sont au départ une entreprise française qui était plutôt championne du monde dans la catégorie sociale et plutôt exemplaire. Et que ce boycott, il est malvenu, il est tout à fait contre. Et on sent dans tous les hebdos cette semaine, en tout cas dans Le Point, dans l'Express aussi, un vent contraire qui souffle contre le boycott des produits Danone. Absolument. 2 choses sont vraies, c'est que la famille Ribou, patronne de Danone, après avoir été celle de BSN, tout ça, sont des patrons sociaux. Et c'est vrai que c'est pas de gaieté de cœur que ce pauvre Ribou a fait tous ces licenciements. C'est vrai aussi que c'est insupportable qu'une entreprise qui fasse des profits aussi importants annonce que des gens vont perdre leur emploi. Mais c'est vrai aussi que le boycott est un bon réflexe et que de toute façon, c'est pas très risqué parce que les Français sont si peu civiques et ont si peu de suite dans les idées que le boycott aurait duré 8 jours. Oui. Et qui s'en serait remis. Mais là, tu viens de les vexer. Et ça, le Français aime pas. Oui, moi, je veux pas être élu, moi. Mais c'est pas facile à imposer le boycott. Hein. Moi, l'autre fois, j'étais dans la rue, je voyais un enfant, il avait quoi, 7-8 ans. Oui. Il mangeait un Captain Shock, je lui ai arraché la bouche, je fais, le boycott! Et ben, il s'est mis à pleurer. Pauvre gosse. En tout cas, Franck Ribou, PDG de Danone, dans l'hebdo Le Point, dit pourquoi il n'a pas honte d'avoir licencié. Il dit attendre, ça aurait été faire les choses trop tard, donc dans la brutalité, et ça aurait été licencier encore plus de monde. Il valait mieux licencier maintenant et moins. Et il dit 95% des salariés de Danone dont le poste a été supprimé ont jusqu'alors été reclassés. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? En tout cas, s'il le dit, on peut pas lui faire un procès d'intention de dire que non. Non, mais il a raison quand même, Genestar, dans Match, quand il dit Genestar n'a jamais raison. Il n'a jamais tort non plus. Vous n'êtes pas d'accord avec Genestar? Il est du même groupe que nous. Bon. Nique ta mère. Non, enfin, non, Genestar. Non, mais quand... pas Joe Star, Genestar. Non, mais quand il dit qu'il n'y a pas une façon de licencier proprement, quand on licencie, on licencie. De toute façon, comment voulez-vous annoncer ça avec les formes? Admettez, je dois vous licencier, Gueuluc. Comment vous préféreriez que je vous l'annonce? Philippe, si je vous ai fait venir dans mon bureau ce matin, parce que vous voyez, je veux dire, oulala, il me vous voit, ça c'est mauvais, c'est mauvais pour moi. C'est pas que vous verrez, c'est que j'en profiterai pour en virer plusieurs. Oui. Tu es obligé de répéter là. On se sent pas bien là. J'ai réfléchi longtemps et je crois que je vais devoir me passer de vous, mais il me vient une idée. Avec ce que nous coûte Bénichou, au fond, si je me passais de lui, je pourrais en engager 2. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était le cas à Inter, je me suis séparé de 1 ou 2 personnes qui étaient autour des micros. On va taire les noms, mais parce que je pouvais plus travailler avec eux ou avec elles. Et j'avais décidé pour l'annoncer, parce que c'est pas facile, on peut pas faire ça par téléphone, on peut pas. C'est pas marrant d'annoncer à quelqu'un qu'on peut plus travailler ensemble. J'avais décidé d'inviter à déjeuner. Et ça s'est très vite su. Et dès que j'invitais à déjeuner quelqu'un, tout le monde avait la truc, disait non, je veux pas déjeuner avec toi.
Mais c'est assez comique quand même, ce petit clown qui se prend pour le patron d'une multinationale. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de moyen d'annoncer ça. La méthode la plus délicate tout de même, c'est d'essayer de pousser l'employé à la faute. C'est-à-dire de lui lancer la peau de banane et puis dire vous voyez, on peut pas vous faire confiance, vous portez parce qu'il faut jamais tuer la peau de banane avant de l'avoir lancée. Écoutez, si vous me poussez à la faute, je vais vous parler de la peau de mes fesses, moi. La peau des fesses, je connais le bruit. Il faut qu'on déjeune ensemble, hein. Parce que je sais pas si je vais pouvoir te garder. Non mais ces licenciements, ce sont évidemment terribles, mais il n'y a aucune façon d'annoncer joyeusement un licenciement. On est d'accord. C'est comme quand on quitte quelqu'un. Hein. Exactement, pareil. Oui. Vous dites, vous vous souvenez, cher. Pourquoi vous dites des choses pareilles? Tu t'en vas. Il faut toujours mettre l'effort. Il y avait une vieille histoire de Marius et Olive. On disait, tu sais que ton ami Olive est mourant. On dit, oh putain, c'est horrible, comment j'avais fait. Il faut que tu ailles le voir quand même. Il dit, mais surtout ne pleure pas, hein. Alors il dit, non, je vais être gai, je vais lui raconter. Non, il sait ce qu'il a, il sait qu'il va mourir, mais il faut pas qu'il te voie triste. Il dit, je crois que j'ai compris. Il arrive dans la chambre de l'hôpital, il dit, alors, on agonise. Bon, on va passer à autre chose, hein. Natacha Atlas, ça vous dit quelque chose? Oui, elle aussi. Je reste dans le Nouvel Observateur un instant. Après, on ira voir d'autres hebdos. Mais il se trouve qu'il y a une très belle interview de cette chanteuse dans l'Obs cette semaine. C'est Alain Chouffan qui l'interroge à l'occasion de son passage au Bataclan, où elle chantera le 25 avril prochain. Elle sort son 4e album, Natacha Atlas. Vous vous souvenez sûrement d'elle, puisqu'elle avait obtenu une victoire de la musique grâce à cette célèbre chanson. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, c'est joli, hein. J'étais la plus belle. Attendez, écoutez Valérie, elle chante formidablement ça, allez-y, voir. C'est toute mon enfance. Hein. Allez-y, chantez, voir. C'est ma jeunesse. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle. Ah oui, c'est ton enfance. La pauvre, on doit se retourner là. Natacha Atlas, c'est pas Françoise Larby, non? Quoi? Natacha Atlas. Non, c'est beau, c'est magnifique. Vous moquez, Bénichou, c'est pas gentil. Ne me moque pas. Il adore. C'est une fille, je trouve, formidable, qui chante très bien. Mais on peut rigoler aussi de ce qu'on aime. Regardez, moi je rigole bien de Pétain, je rigole bien de tas de gens. Pourtant, c'est des gens que j'ai aimés longtemps, hein, pendant 4 ans, j'adorais ce mec-là. Mais c'est une malédiction d'avoir une victoire de la révélation, parce qu'entre Stéphane et Natacha Atlas, on les entend assez peu depuis. Hein. Ah non, quand même, Natacha Atlas, elle est dans toutes les écoles, alors. Très, très bien. Sortez votre atlas. Oh, c'était superbe, les atlas. Moi, j'ai un bel atlas chez moi. Un bel atlas. Ça fait rêver, ça. Et vous en avez pas pris un, parce qu'il faut les changer. Ils sont plus valables. Avec toutes les frontières des pays de l'Est et tous les machins. C'est vrai. Moi, j'ai encore avec URSS, etc. Ça et puis surtout, c'est du 20e siècle. Ça la fout mal. Et moi, sur mon atlas, la Somme n'était pas encore un lac. C'était encore une région. Moi, tu sais. Et vous savez... ils vont être contents. Alors là, je reçois un courrier. En tout cas, ils doivent pas aller loin pour lécher le timbre. Mais non, mais écoutez, je vais vous montrer les photos dans Match. Ah non, mais c'est moi, terrifiant. je vous interdis de rire, j'en viens. Moi, j'y étais ce matin, alors, du côté d'Abbeville. D'Abbeville. Ça a été rebaptisé Abbeville-Ville. Mais non, mais je dis d'Abbeville. Je dis Abbeville parce que quand on arrive à la gare d'Abbeville, ils disent Abbeville, ici Abbeville, 2 minutes d'arrêt. Donc ça me fait ici, tout le monde plonge. Mais là, on peut pas le prendre le train. Bon. Rassurez-vous, vous n'avez pas oublié vos palmes. Mais c'est mouillé, hein, je peux vous dire. C'est mouillé. Là, on avance là. Et alors, vous faisiez quoi à Abbeville? J'ai été avec mes enfants et hier. Mais pourquoi faire? Parce que pour les vacances. Parce que Aqualand était fermé. Non, parce que c'est là-bas qu'est le nid de ma famille. Non. Mais alors ce matin pour venir. Le plongeoir de ta famille. Ce matin pour venir, je suis passée par Rouen pour prendre l'autoroute parce que c'était plus pratique et tout ça. Et j'ai eu de la neige. Non. Non, quand je dis ce matin, c'est hier matin. T'as eu de la neige? Et pourquoi je suis intelligente, hein, parce que comme on passe à l'émission. Non, c'est demain matin. Oui, non. C'est demain matin. Non. Là maintenant, on est vendredi après-midi.
vendredi et je suis passée jeudi matin, hier matin donc. Ce qu'on veut dire aux gens qui nous écoutent là-bas et qui ont les pieds dans l'eau, c'est qu'on est évidemment de tout cœur avec eux. Enfin, c'est quand on voit des photos, quand on voit les reportages, on ne peut être qu'avoir le cœur brisé, avoir le malheur de ces gens-là. Et ils savent bien que si on rit, c'est parce qu'on est au sec. Oui. Mais non, si on... Mais bien sûr. Mais on rit parce qu'on est... Je propose à tout le département de la Somme, à tous les habitants d'Amiens, d'Abbeville qui nous écoutent, de boycotter les produits Gueuluc chez Casterman. Franchement, Philippe, vous êtes allé un peu loin, pouvez vous excuser? Il n'y a pas à s'excuser, il y a à dire qu'on est de tout cœur avec eux et que, hélas, on peut rire de tout. Et ce qu'il faut garder comme espoir, c'est qu'à Venise aussi, les premières années, ils ont fait la gueule. Hein. Bon, bah alors, moi, je démissionne, il n'y a rien à faire. L'émission qui va à volo, là. Si, je peux respecter. Je dois dire que le 13 mai, c'est très sérieux. À Ville, je serai avec d'autres humoristes et on fait un gala pour les inondations. Ah, c'est vrai Oui, non, c'est vrai. Le 13 avril, je crois que c'est un dimanche. Et ça sera le 13 mai. En matinée, il y aura un gala avec des humoristes et pour les inondations. Mais ce qui est pénible en ce moment à Ville... Ce serait plus sympa de le faire contre les inondations, si vous permettez, parce que... Et j'espère que ça va s'améliorer d'ici là, parce que en ce moment, le vrai problème à Ville, c'était le stationnement. On n'a pas le droit de se garer sur les bateaux. On reparlera du phénomène des inondations dans la Somme et à Abbeville dans un instant, parce qu'il y a dans les hebdos évidemment des photos terribles de ce qui se passe chez les gens. Et c'est vrai qu'on rigole parce qu'on rigole de tout dans cette émission, mais on espère aussi apporter un peu de bonne humeur là-bas, ils en ont bien besoin. On se retrouve de toute façon très vite après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Valérie Mérès, Sophie Garel, Philippe Gueuluc, Franck Dubosc, Pierre Bénichou et Jean-Luc Lemoyne. Et au téléphone, Pierrette Bresse, dont VSD nous dit que pour elle, c'est fini le PMU. Pierrette Bresse, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, c'est fini le PMU. Pourquoi ? Parce que, on le sait, les courses quittent France Télévisions pour Canal+, qui a racheté les droits de retransmission du tiercé, du quintet et d'autres célèbres courses, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Enfin, surtout le droit de la retransmission du quintet en direct. Maintenant, moi, je vous signale que je travaille pas au PMU, je travaille à France 2. Évidemment. Mais c'est vrai que le titre est un peu tendancieux. Marie-Aude Panossian dans VSD dit qu'à partir du 1er septembre, eh bien, vous ne serez plus dans la course, Pierrette Bresse. Moi, j'ai presque envie de dire vive la quille, parce que ça fait 35 ans que ça dure, dont 10 ans de direct du tiercé à France 2. Et franchement, s'il avait fallu continuer à faire cette émission de la manière dont on la faisait, il y avait de quoi vraiment faire une dépression nerveuse. Mais quand même si vous ne... je vais laisser mes petits camarades parler dans un instant, mais même si vous ne commentez plus les courses parce qu'elles seront diffusées sur Canal, peut-être allez-vous quand même continuer à faire des pronostics. Est-ce qu'il y a toujours les pronostics moi, je me souviens de vous donnant des pronostics à la fin des journaux télévisés. Est-ce que vous le faites encore, ça ? Eh ben, pas encore, mais justement, j'ai l'intention d'aller voir monsieur Olivier Mazerolle, qui, paraît-il, n'est pas du tout ennemi des courses, pour lui demander de reprendre cette rubrique. Parfait. En tous les cas, pour le week-end, le 13h ou le 20h, parce qu'effectivement, on s'amusait beaucoup en faisant parce cette que rubrique. Sans diffuser la course, vous pouvez au moins continuer à donner les numéros perdants. Il y a pas de... mais il faut surtout donner les numéros perdants, parce que justement, c'est ça qui est intéressant, qu'il y a du piquant dans ce métier. Évidemment. Franck Dubosc. Est-ce que vous voulez dire par là que même Omar Sharif va être obligé de retourner des merdes comme Laurence Darabi et tout ça? Laurence Darabi est un mauvais film? C'est pas ces duos de ta gloire toute neuve d'acteurs de cinéma que tu dis que Laurence Darabi est un mauvais film? Et qu'Omar Sharif tombe des merdes? C'est de l'humour. Omar Sharif est un de mes amis, quant à Pierre Herbrez, c'est une de mes idoles. C'est Pierre Bénichou qui vous parle, ma chérie. Ne monte pas sur tes grands chevaux, c'est de l'humour. C'est vrai, pourquoi vous aimez particulièrement Pierrette Bresse, Pierre Bénichou? Parce que d'abord, je la trouve très très attirante. Ensuite, je trouve que c'est une grande professionnelle du dada. Oui. Et qu'après ça, il m'est arrivé de la rencontrer, que je l'ai trouvé absolument. Ça casse un peu le truc là. Grand professionnel du dada. Chacun son dada. Combien d'années vous m'avez dit à commenter le tiercé, à faire pour les courses? Pour le tiercé, 10 ans. Mais moi, je suis contente si je peux enfin faire autre chose et me sortir des chevaux, parce que ça commençait à bien faire. Qu'est-ce que vous allez faire, le football? La semaine dernière, quand j'ai voulu faire la retransmission du quintet du jeudi à Auteuil, j'étais sur la piste et au moment où j'allais prendre l'antenne, les chevaux étaient déjà partis, quoi. Moi, mes plateaux se réduisent quelquefois à 15 secondes ou 20 secondes de plateau. C'est pas un travail, ça, c'est pas possible. Pierrette, oui. Est-ce que vous avez dû jouer beaucoup, connaissant un petit peu les courses, enfin connaissant très bien les courses, vous avez dû jouer beaucoup au tiercé, au quintet, tout ça? Je joue un petit peu, mais pas vraiment beaucoup, parce qu'on n'a pas trop le temps quand on est sur l'hippodrome pour faire le papier et tout ça. Et vous gagnez beaucoup avec ça? Avec les courses, non, le pas jeu. Franchement, quand on joue aux courses, on peut s'amuser, oui, à gagner quelques petites sommes, mais il faut surtout pas s'emballer et dire je vais devenir milliardaire grâce au tiercé. C'est pas vrai. Donc là, vous êtes en train de nous dire que vous gagnez pas avec les pronostics que vous faites. Si. Non. Mais Pierrette, ne cherchez pas à devenir milliardaire, vos millions me suffisent. Exactement.
Vous étiez une des rares femmes dans le monde hippique. Je crois que j'étais la première, et puis il n'y en a pas beaucoup derrière moi, parce que c'est un milieu quand même assez difficile. Hein. Retournez-vous et vérifiez. Non mais sérieusement, aussi bien chez les journalistes, bon les jockeys, on en a connu quelques-unes, la célèbre Dari Boudboul. Oui. Moi je suis incapable de citer 10 noms de femmes du Même milieu... 10 noms d'hommes, hein, t'aurais dû Moi-même du milieu hippique, alors là, Mais oui, mais moi, vous c'est ça. alors là, vous voulez que je vous les donne oui. Et moi, je suis même pas capable de citer 10 noms de chevaux. Alors, Jean-René Goujon... Oui, il est à la retraite depuis longtemps. Hein. oui, Oui. Ah non, mais. Yves Saint-Martin. Freddy Head. Freddy Head, Yves Saint-Martin... John Wayne. Alors écoutez, Non. moi je suis vraiment contente de vous entendre citer tous ces noms, parce que j'ai lu dans VSD justement que Canal+ voulait rajeunir les cadres, et entre parenthèses ça voulait dire on prend pas Pierrette Bresse parce qu'elle est trop vieille. Mais tous les noms que vous venez de me citer sont des gens qui ont été très célèbres et qui sont maintenant à la retraite. Évidemment. Et quand je vois le bel avenir que vous faites à Claude Sarraute dans votre émission, je me dis chic, alors Laurent Ruquier va peut-être m'appeler pour faire une petite Oh, rubrique. tout de suite, non. Ah là là, comment elle se place? On est quelques-uns là, hein, oh. Allez, on tient à nos places. Vous n'aviez qu'à pas avoir les deux pieds dans le même sabot, c'est tout. J'ai déjà autour de cette table mes spécialistes esquintés. Alors remarquez, pourquoi pas, on l'accueillerait bien une fois. Oh, j'aimerais bien, moi. Ah, merci. Vous Pierre. aimeriez bien l'accueillir, vous, hein. J'aimerais bien l'accueillir. Et moi je me souviens d'une anecdote ensemble, Pierre. Nous étions en train de déjeuner à Longchamp, vous étiez venu aux courses. Attention. Mais non, il y avait du monde, c'était un déjeuner de presse. Et Ah vous- non, mais allez-y, Vous dites-le. étiez à côté Ah, de vous moi étiez en et train de vous- et déjeuner vous à m'avez- Longer. Attendez, et vous racontez. m'avez glissé dans l'oreille que vous aimiez les femmes qui portent des bas noirs et des portes jartelles. Et j'en avais ce jour-là, alors je me suis dit, tiens. Tiens, Ça, c'est je vais en une tenue mettre. sportive, hein. Moi, j'ai dit ça. Oui, est-ce que c'est sûrement toujours pas. vrai? Il aime pas qu'on dise des trucs comme ça, Pierre. Surtout quand sa femme écoute. Donc, Ah, mais ça remonte à il y a 20 ans. Pierrette il y a pas de Mesdames et question. messieurs, bonsoir, ici Longchamp, Pierrette Bresse montée par Pierre Bénichou. Oui, c'était il y a 20 ans. Maintenant, Pierre, c'est plus. J'aime beaucoup les femmes qui portent des gaines. On a des photos du rapport? Non, pas du tout. Non, parce qu'il n'y a pas photo. Sérieusement, le transfert des courses de France 2 à Canal+, est-ce que c'est une bonne chose pour les courses? Alors, très franchement, je pense que c'est un pari très risqué, parce qu'on n'a pas le réflexe, quand on ouvre son téléviseur, d'aller sur Canal. Oui. On a le réflexe d'aller sur la 1, sur la 2, sur la 3, de préférence sur la 2, évidemment. Mais on n'a pas le réflexe d'aller sur Canal. Avancer les courses, le quintet à 13h30, ça risque de faire perdre de l'argent au PMU et aux courses, parce que les gens avaient pris l'habitude de pouvoir jouer au quintet jusqu'à 5 minutes avant le départ de la course, c'est-à-dire à 16h. Donc, dans la mesure où on réduit ce temps, il y aura moins de paris, donc moins d'argent qui rentreront dans les caisses. Est-ce que les gens vont aller sur Canal décoder? J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que la clientèle des courses, celle qui regarde la télévision l'après-midi, c'est quand même plutôt le troisième âge que les jeunes. C'est ceux qui font les courses. Mais ce qui va être super drôle. Ils disent qu'ils veulent rajeunir les cadres grâce à cette émission, parce que les jeunes, soit ils sont à l'école, au lycée ou en train de travailler, tout simplement. Mais pas, ça m'étonnerait qu'on en trouve beaucoup devant la télévision. Jean-Luc Lemoyne. Non, ce qui va être drôle, c'est les gens qui regardent les courses sur Canal+, et qui après vont parier au PMU. Il faut faire bonjour, je voudrais parier sur. Non, ce sera en clair. Ce sera en clair sur Canal+ l'après-midi. Et effectivement, vous avez raison, l'après-midi, c'est un public plutôt âgé qui Mais moi, je regarde ça au paddock, hein. qui regarde. Tranquille. D'ailleurs, je crois que l'émission va s'appeler La chance au canasson. C'est la chance au canasson. Voilà, Pierrette Bresse. Eh ben, écoutez, je suis ravie Gardez d'avoir toujours passé votre ce tenue. moment. Toque rouge, bas noir. Oui, je n'y manquerai pas. Là, Ah non, je suis en cuir noir aujourd'hui, mais tout Oh va là, bien. cuir. 36,15, ça nous coûtait cher Et la la minute. cravache, vous l'avez avec vous? Oui, je la mets à gauche, la cravate. Ça nous coûte au moins 3 francs 60 la minute, hein, cette affaire. Dites, vos beaux chapeaux, vos vieux chapeaux, vous pouvez les refiler à Madame de Fontenay, parce qu'elle elle reste en activité, vous savez. Mais tout à fait, oui, mais moi je les garde, mes vieux chapeaux, parce que les enfants s'amusent avec. C'est amusant de garder ça dans les greniers. Mais vous, Oh, femme qui rit, femme qui est contente. Pierrette Bresse. Oui. Pierrette Bresse. J'écoute, Laurent. Avant d'avoir été chroniqueuse. Oh, bah arrêtez! Hippique. N'accablez pas une femme qui tombe! Avant d'avoir été grosse niqueuse hippique. Vous mentiez, merde. Mais c'est vrai, vous mentiez, vous étiez jockey. Amateur, jockey amateur. Vous étiez jockey amateur. Oui, comme Dari Boudboul d'ailleurs, qui n'a jamais été jockey professionnel. On vous remercie Pierrette Bresse, on vous embrasse et on Moi vous aussi. souhaite de toute façon une bonne retraite Et peut-être à bientôt dans la troupe. Bah, écoutez, j'attends votre appel avec impatience là. Ça marche, bye bye, on vous embrasse. Ciao. Allez, merci, au revoir.
C'est que ça va être un vrai sujet de la rentrée, ça, hein, les courses sur Canal+. Ça va faire jaser dans le milieu des turfistes, croyez-moi. Est-ce que vous avez remarqué que pendant cette séquence, je n'ai absolument rien dit? Ah oui, tiens, vous l'avez remarqué? Oui, j'ai remarqué. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non. Parce que je n'avais rien à dire. Et pourquoi n'aviez-vous rien à dire? Parce que c'est un sujet qui m'est totalement étrange. Je n'ai jamais regardé, je sais à peine ce qu'est un cheval. Je n'ai jamais regardé une course hippique. Un cheval avec des grandes oreilles et une grande trompe. Alors oui, j'ai dû voir quelques documentaires sur le truc, mais j'ai jamais regardé ça sur France 2, et donc je ne regarderai pas non plus sur Canal+. Tiens, autre sujet, Roger Hanin, il ne l'avait encore jamais fait, il va le faire, va finalement publier, c'est VSD qui nous le dit, un livre sur François Mitterrand. Alors, rien de plus, vous allez me dire, sauf que Roger Hanin avait pendant longtemps dit qu'il ne le ferait pas, finalement il a changé d'avis, et manifestement, ça s'appellera Lettre à un ami mystérieux, ça va être publié chez Grasset. Mitterrand, écrit Roger Hanin, est à la fois lui et l'autre, mais il supporte rarement que l'on soit l'autre et lui. Il faut savoir jusqu'où aller trop loin dans le choc de l'ambivalence. Voilà, entre autres, un extrait. Je crois que c'était le titre, je me suis dit c'est un peu long. Et c'est quand même une nouvelle, ça, non, Bénichou? Oui, c'est une nouvelle, parce qu'il l'a connu mieux que personne. Enfin, il l'a connu aussi bien que beaucoup d'autres, quoi. Ça, c'est fort, ça. C'est bien, ça. On dirait le même texte, dis donc. Je ne sais pas combien de livres il y a eu sur Mitterrand depuis quand même sa disparition. VSD dit après, le livre écrit par ses conseillers, ses amis, son chauffeur, son astrologue, son chien, ses journalistes. Voilà maintenant le livre écrit par son beau-frère. C'est nouveau quand même. Non, je crois que s'il revient sur sa parole, sans qu'il me dise, hein, mais j'imagine que c'est parce qu'il y a eu tellement de livres, tellement d'interviews, tellement de machins, on a dénaturé la vraie personnalité de Mitterrand et on est allé jusqu'à se dire cette bêtise grotesque, à savoir qu'il aurait pu, qu'il avait été antisémite, ce qui est la chose la plus bête du monde. Il n'aimait pas les juifs, c'est tout. De dire ça, on peut dire n'importe quoi sur Mitterrand, mais qu'il est antisémite, c'est une chose honteuse. Et alors le livre de Georges-Marc Benamou, est-ce que vous l'avez lu? Le livre de Georges-Marc Benamou, je l'ai lu dès sa première mouture, je l'ai lu avec passion, et je trouve que Georges-Marc Benamou, on lui a fait un faux procès, parce que ce livre-là était justement pour répondre à toutes les accusations de Mitterrand, soi-disant antisémite, soi-disant maréchaliste, soi-disant tout ça. Et il rétablit la vérité, mais il l'a peut-être fait avec un peu d'imprudence, ce qui fait que quand il rappelle ce qui lui est reproché, on a l'impression que c'est lui qui l'accuse. En tout cas, le livre cartonne en ce moment dans les... Le livre est un livre qui mérite d'être lu. Il y a beaucoup de défenses de Mitterrand, très chaleureuses, très vraies, et en plus, il y a des scoops, parce qu'il y a des choses qu'il a dit à Benamou, et qu'il a dit à personne d'autre. Bah alors, en gros, il faut acheter le bouquin de Benamou, pas de celui de Hanin, parce que là, vous n'avez pas fait la promo d'Hanin. Hanin l'a pas écrit. Hanin, il n'a pas écrit encore, il attend de rencontrer Mitterrand. Ah, d'accord. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Valérie Mérès, Sophie Garel, Franck Dubosc et Jean-Luc Lemoyne. Alors, dans Le Point, tiens, on nous fait un petit article sur une publicité que je ne connaissais pas, mais que je trouve plutôt amusante. Il paraît que c'est un gros succès publicitaire. C'est la pub pour les rochers Suchard. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette publicité, avec un slogan qui est « Il faut bien s'essuyer les mains quelque part après un rocher Suchard ». Vous avez vu ça? C'est formidable. Et alors, il paraît que c'est l'agence Young et Rubicam qui a organisé cette campagne. En février, on voyait en Libération un candidat municipal qui serrait des mains après avoir mangé un rocher Suchard, et en dessous, vous voyez, il faut bien s'essuyer les mains quelque part après un rocher Suchard. Après, on a vu, c'était dans l'équipe, un officiel de la Fédération française de rugby tenter de rattraper un coq sur la pelouse du Stade de France. Donc, il avait le coq dans les mains, et en dessous, la même phrase, il faut bien s'essuyer les mains quelque part après un rocher Suchard. Et là, Le Point nous révèle que les prochaines campagnes publicitaires des mêmes rochers, eh bien, seront consacrées à George Bush, qu'on verra s'essuyer avec le drapeau américain. On verra aussi peut-être une star du Festival de Cannes saisissant la Palme d'Or. Bref, ils vont décliner à l'envi, on dit comme ça, à l'envi. Oui, mais sans œufs. Voilà, sans œufs. Sans œufs en chocolat. Hein. Voilà. Et ce qui est formidable dans cette idée de campagne, d'abord, c'est très très fort, et parce que moi, c'est ça que j'aime, c'est que sur cette photo, qui est toujours une photo prise sur le vif, c'est pas une photo publicitaire faite pour l'occasion. Non, c'est des photos qui existent déjà. Ils utilisent une photo d'agence. Voilà. Et ils la tirent vers le slogan qu'ils veulent moi, je trouve ce imposer. slogan nul, moi. Ah non, attends, je vais te dire pourquoi je trouve ça moins formidable. C'est parce que il y a un défaut dans ces rochers Suchard, c'est qu'on peut pas les bouffer sans se mettre du chocolat sur les dents. Ça, c'est vrai. Et ils ont fait de ce défaut une qualité. Exact. Et donc, sur cette photo qui est un instant arrêté, on imagine ce qui s'est passé juste avant et ce qui va se passer juste après. Et on imagine le poulet qui va se retrouver avec du chocolat sur les plumes, mais on ne le voit pas évidemment. Et juste avant, le type qui a mangé le chocolat et qui se retrouve avec du chocolat sur les plumes. Moi, je trouve que, Dieu sait que c'est un mot que j'emploie peu souvent, je trouve ça d'une vulgarité extraordinaire. La vulgarité, je connais, vous m'entendez souvent. Hein, bon. Mais le côté, il faut bien s'essuyer les mains quelque part, ça fait chiotte, c'est dégoûtant, je trouve. Il y a d'autres façons de faire la publicité qu'il vaut bien s'essuyer les mains quelque part.
Moi, je suis d'accord avec Philippe Gueluc. Je trouve ce slogan formidable. Il faut bien s'essuyer les mains quelque part après un rocher Suchard. C'est vrai que j'avais pas pensé et Gueluc a vraiment mis le doigt dessus, donc il va aller s'essuyer lui aussi. Ils ont réussi à faire d'un défaut une qualité et un slogan publicitaire. Voilà. Et bien, je suis vachement content que vous disiez ça, Laurent. Et on est vraiment d'accord tous les deux. Et d'ailleurs, Pierre, je crois que vous avez un rendez-vous pour déjeuner demain avec Laurent. Car il faut s'essuyer les mains après avoir serré celle de Bénichou. Je trouve que c'est une publicité formidable, moi, je trouve. Et ce qui est formidable avec Pierre, c'est quand on lui explique clairement les choses, il se range au... Mais pauvre Benet, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'une publicité qu'il faut expliquer n'est pas une bonne publicité. Oui, mais une publicité qu'il faut expliquer à toi, ce n'est pas comme une publicité qu'il faut expliquer. Parce que maintenant, au lieu de dire j'ai envie de manger un rocher Suchard, on dira j'ai bien envie de m'essuyer les mains quelque part. Tu vois, elle n'a rien compris, tu vois. Non, le seul problème de cette publicité, c'est que ça ne résout pas le problème initial, ou s'essuyer les mains. Ah, ça c'est pas fou. Ah, voilà. Ah oui. Et puis il y a un autre problème, c'est que maintenant quand on verra quelqu'un manger un rocher Suchard, tout le monde va s'écarter de lui. Absolument. Et bien comme ça, il en aura plus. Oui, souvent ça se vend par 3. Moi, j'en prends toujours pas par plaisir, je m'essuie sur le prochain rocher Suchard. Et quand t'arrives au bout? Moi, je les lèche. Mes Les doigts. doigts, ben oui. Non, mais c'est un problème réel. Enfin, pendant toute cette période de Pâques, tous les gosses ont été envahis de chocolat qui fondaient dans ces jardins ensoleillés de ces maisons nantis. Et bien après, ils prenaient ces chocolats et où ça revient? Vous avez vu les jardins ensoleillés? Il y a eu je sais pas combien de noyés chez les gamins qui allaient chercher les œufs. Moi, je parle de ma villa californienne. Enfin, vous vous évadez. Mais les gosses, après, avec leurs mains pleines de chocolat, parce qu'ils les bouffent pas, les chocolats, ce qu'ils aiment, c'est les trouver, les dépioter, voir s'il y a dedans des petits gadgets. Ils t'essuient ça sur la moquette blanche. C'est d'un navrant. Mais non, c'est vrai. C'est pour ça Il y a que des gens assez vulgaires pour avoir de la moquette blanche en plus. Vous avez de la moquette blanche. Oui. Voilà un endroit où on peut vraiment bouffer du rocher Suchard. La moquette blanche, mais c'est un rêve de boniche d'avoir la moquette. Mais oui, mon chéri, mais je ne renie pas mes origines. Maintenant, je paye ma chambre de bonne. Et des murs rouges. Et des miroirs au plafond. Et des miroirs au plafond. Ah, ça, je suis pas contre. Et les bas de Pierrette Bresse. Oh, je vous en prie. C'est pas moi qui avais dit ça. C'était Omar Sharif qui avait dit ça. Je voulais pas le dénoncer, mais comme il est pas à Paris, je peux le dire. Allez. Marc Sharif, la seule fois que je l'ai rencontré, il m'a dit que j'étais son idéal féminin. C'est pas vrai. Ouais, moi Qu'est-ce aussi. qu'ils peuvent dire comme conneries, les mecs? Elles marchent toutes. Moi aussi, il parle pas bien français, hein, Marc Sharif. Et vous avez reçu une bisque de Omar? Attendez, vous rigolez, c'est impressionnant quand même. Le mec qui était dans Laurence d'Arabie. Malheureusement, c'est pas au moment de Laurence d'Arabie qui me l'a dit. Parce que... Il a quand même fait 20 milieux sous mes mers. Vous connaissez l'histoire des deux petites mouches qui partent en vacances? Non. Elles vont à l'agence de voyage, elles disent voilà, on aimerait des vacances vraiment luxueuses sur la Côte d'Azur, sur un yacht, un truc vachement classe. Alors l'agence de voyage dit quoi, écoutez. Il y a les deux petites puces qui vont sur la Côte d'Azur. Oh, c'est joli. Et alors? Et alors là, l'agence de voyage, écoute, ce qu'on peut vous proposer, c'est des vacances dans les moustaches d'Omar Sharif. Hein, vous serez sur la Côte d'Azur, alors les deux petites mouches partent dans les moustaches d'Omar Sharif. Et puis, attention, qu'elles sont sur la Côte d'Azur et machin, et tout se passe bien. Et puis là, le soir, Omar va au casino, il se met à fumer un gros cigare et tout, et là les petites mouches sont empestées et tout, elles reviennent à l'agence, ils disent excusez-moi, je suis désolé, on a passé une très bonne journée, on a bronzé, et le soir arrivant, on s'est retrouvés dans les moustaches, on fumait et tout, on peut pas trouver-nous autre chose. Et dit, bon écoutez, je peux vous mettre, qu'est-ce que je peux faire, des vacances au soleil, bon, je peux vous mettre dans le pubis de Valérie Mérès si vous voulez. Et alors donc les deux petites mouches partent dans le pubis de Valérie Mérès. Alors après-midi bronzage, déconne. Je vais jamais sur la côte. On voit les murs arriver. On a l'impression d'être Lady Di dans une Mercedes. Mais on y va, on doit fuir les paparazzis. Alors on y va. Allez-y, monsieur Paul. Ah, je sens qu'elle va être bonne. Elle est bonne, je sens que je vais rire. C'est le monsieur Paul de la blague. Donc j'accélère. Oui, vas-y. Là, on est en train de prendre les quais. Soyez prudent, monsieur Paul. Bon, là, je longe le mur. Donc, les vacances se passent donc sur la Côte d'Azur, dans le pubis. Non, mais bois un coup, bois un Ricard, ça te fait du bien. Bronzage, le mur se rapproche, bronzage, et alors... Et le lendemain, les petites mouches reviennent à l'agence de voyage. Ils disent écoutez, c'est pas possible, on a passé une journée extraordinaire, on a déconné dans le pubis de Valérie, c'était extraordinaire. Et là, la typac le soir. On sort, on va faire un tour en boîte, et le lendemain matin, devinez quoi, on se retrouve dans les moustaches d'Omar Sharif. Elle est très bien. Je l'attendais. Elle est très bien. Elle est très bien. Alors là, je dis chapeau, monsieur Paul. Ah bah écoutez, je m'attendais pas à la
chute, je la connaissais pas. Non, je vous jure. Non, parce que non. Je dis bravo, il ose. C'est ça qui marche maintenant. Où est-ce qu'on peut s'essuyer les moustaches? Après, Rocher Suchard. Ah non, vraiment, le niveau. Bah, restons à ce niveau-là, si vous le voulez bien, avec dans le courrier international. Je vais me pencher. Une invention de monsieur Zhao Xin, qui a même tenté de mettre fin à ses jours, tellement on se moque de lui là-bas. En Chine, pourquoi? Parce qu'il a inventé le slip de chasteté. Le slip... Attends. Le slip de chasteté. Mais oui. Pour filles ou... Non, c'est mixte. Vous êtes à deux Les dedans. deux dans le même slip. Non, monsieur Zhao Xin a largement été couvert par la presse, nous dit-on. Oui. Ce slip garantit la fidélité du couple. Le sous-vêtement est déverrouillé grâce à une combinaison secrète. Et c'est une protection contre le viol et contre le sida, dit l'inventeur. Malheureux parce que il s'est tellement fait foutre de sa gueule par tous les médias chinois qu'il en a presque été jusqu'à la tentative de suicide. Monsieur Zhao Xin, qui pourtant croyait faire du bien avec ce slip. Non, mais alors, en quoi ça consiste? Pour faire son petit pipi, par exemple, et d'autres bricoles, comment on fait? C'est le code. Non mais attends, c'est ridicule parce que le code, théoriquement, le type qui doit être chaste, il connaît pas son propre code. Les ceintures de chasteté, quand le type partait faire les croisades, il laissait pas la clé à sa femme. Sinon, il lui mettait pas une ceinture de chasteté. Évidemment. On est d'accord. Donc le code, c'est pas toi qui le C'est vrai, connais. c'est con. Si t'as une gastro, t'es malin. J'aime dire. Non, il l'a pas ouvert pendant 15 jours. Je peux dire, quand t'as envie de chier, c'est dur. Pierre Bénichou se sent mal. Est-ce que vous pouvez m'aider à sortir de là? Non, tu l'as voulu. Donne-nous ton code, on va t'en sortir. Tu l'as voulu, Georges Dandin. T'as dit, ils sont marrants, ces jeunes. Tiens, voilà. Franck, enfin, comment voulez-vous, après que j'encourage les auditeurs à aller vous applaudir à la Comédie Comartin, hein? Comment voulez-vous? je me défoule. Moi, je leur disais, suivez les mouches. Bon, enfin voilà, écoutez, c'est une invention, c'est chinois, c'est le slip de chasteté. Bon, bah, voilà, c'est pas faire la nuit non plus. Et tous les slips sont de chasteté. C'est-à-dire? Putain, tant qu'on les a pas enlevés, on les chasse. C'est pas faux. Toujours dans le courrier international, une petite information venant cette fois de Buenos Aires. On nous raconte que la municipalité argentine d'El Dorado, donc c'est donc pas très loin de Buenos Aires, j'imagine. 37 km. Ça dépend par où tu passes, hein. Si tu passes par chez Miguel, Par chez Miguel, oui, kilomètres oui, seulement. t'as 36, oui, c'est vrai. Moi, je passe par chez Jean-Louis. La municipalité d'El Dorado, pardon. Orlando. Allez, on retourne à Hélène Ségara. Maintenant, c'est parti. La municipalité d'El Dorado a pris cette mesure municipale d'interdire la conduite automobile à ceux qui ne payent pas leur pension alimentaire. C'est-à-dire tous les maris, les époux, qui négligent leurs ex-femmes et qui oublient de payer la pension alimentaire, eh bien, n'ont plus le droit de prendre le volant. On leur retire le permis de conduire. Mais c'est terrible parce que si le mec veut venir voir sa femme pour lui donner la pension et qu'il a plus de bagnole, il est obligé de rester au fond de la pampa. Fini. Ah, c'est vrai. Oui, j'avais pas pensé à ça. De la pampa à essence, évidemment. Ah oui, c'est une mesure qui est pas idiote, franchement, non? Ah, moi je trouve que c'est très bien. Moi, les types qui payent pas leur pension alimentaire. Le bien, il m'a pas payé ma pension alimentaire depuis moins. Les enfants ont 37 ans maintenant. Et il a arrêté quand ils avaient 3 ans. Fallait pas vivre avec Richard Anthony aussi. Il garde tout, hein. Bon, si je vous disais qui c'est, mon mari. Patrick Topalov. Ça en étonnerait plus d'un, c'est un homme politique. Ah oui? Non. Qui a été mis en examen? Si je parle, il est foutu. Don't cry for me, Argentina. Oh, c'était super cette chanson. C'est Eva Perón. Et Argentina. C'est pas Eva Perón, c'est ils vont payer maintenant. Et Madonna dans le film était formidable. C'est formidable. distinguée. C'est un des films les plus kitsch que j'ai vu de ma vie. C'est formidable. Avec Antonio Banderas, Oui, qui fend la foule là au début du film, c'est magnifique parce Ouais, que mais je le crois plus, hein, depuis le temps qu'on me le dit, Antonio Banderas. non mais franchement, c'est un film fantastique. Hein. D'accord, Gueuluc? Ouais. Tu l'as pas vu, toi? Non, mais Il l'a évité. ouais. Il évite à Perron, oui. Bon, on va s'arrêter là et on se retrouve après Flash de 17h30. J'ai les dernières lignes droites, toujours avec Sophie Garel, Valérie Mérès, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoyne et Franck Dubosc. J'avais promis que nous reviendrions sur ce sujet qui fait beaucoup de pages dans tous les hebdos cette semaine, les inondations dans le nord de la France, dans la Somme plus particulièrement, Abbeville, Amiens, des photos terribles dans Match, où on voit les gens chez eux, les pieds dans l'eau, marchant sur des planches, des gens dans leur jardin qui trouvent même des truites, nous dit Irène Vacher dans... je vous jure que c'est vrai, Irène Vacher dans Match dit dans son jardin, Georges, passionné de pêche, ne voit même plus les truites qui nagent autour de lui. Des milliers d'entre elles se sont échappées des bassins piscicoles voisins. Et moi, justement,
justement, j'ai une théorie là-dessus. À mon avis, tout ça, c'est la nature qui se rebiffe. C'est-à-dire ? C'est les poissons qui veulent pêcher des hommes. C'est joli, peut-être. Allez savoir. On voit là les gendarmes dans le coin ou les soldats, car évidemment l'armée a été réquisitionnée dans ces cas-là. Dans ces cas-là, c'est la marine ou c'est l'armée de terre qui intervient ? Je sais pas, mais en tout cas, ils sont proches des gens pour essayer de leur remonter le moral aussi, parce qu'il n'y a pas seulement essayer de remonter le sol déjà. Ah, oui, mais ce qui est dur, c'est que c'est dur à vivre, mais en plus après leur maison, pour une majorité, c'est foutu quoi, avoir 30 cm d'eau dans les murs. Alors pourquoi y a-t-il des gendarmes et des militaires, comme je vous l'ai dit, on les voit en photo là dans Match? C'est aussi parce qu'il y a des gens qui en profitent pour cambrioler les maisons inondées. Alors ça, c'est quand même terrible. J'ai une amie qui m'avait raconté, vous savez, pendant ces grosses inondations Vaison-la-Romaine. À Vaison-la-Romaine, elle avait subi ça, elle avait une grande maison et tout, et le pire, parce qu'elle s'était cachée sur le toit et tout, parce que ça arrive très vite, elle voyait des chevaux en train de se noyer, elle me dit le pire, c'est de voir dans son jardin des voitures écrasées et tout, et les mecs venir piquer les autoradios, piquer les réfrigérateurs dans les maisons. Il y a des mecs qui rachetaient, parce que la commune revendait aussi des réfrigérateurs, des choses comme ça aux gens qui avaient été, et des gens qui rachetaient leur réfrigérateur, qui le trouvaient, on me l'a volé il y a 3 jours, leur voilà ici. Moi j'avais mis un panneau dans mon jardin, attention requin méchant. Ah mais c'est la sauvagerie, ça, c'est bien ça. Et visiblement, ils font la même chose aussi, les cambrioleurs à Vimy, avec l'alerte chimique. C'est vrai. Oui, il y a des cambrioleurs. Mais d'un autre côté, là, ils vont se faire avoir, parce que ce qui est bien avec les cambrioleurs qui cambriolent pendant les alertes chimiques, c'est qu'au bout de 3-4 ans, ils ont 3 bras et 4 oreilles, donc on les repère vite. Hein. C'est pour ça qu'ils volent beaucoup de bijoux. Oui. Moi, ça m'étonne pas du tout ça. Alors, je parlais des inondations dans la Somme, mais alors à Paris, on a évidemment un indicateur. On a plusieurs indicateurs de police. Non, mais on a un indicateur du niveau de l'eau, et c'est le point qui nous le rappelle, c'est le fameux zouave, le zouave du pont de l'Alma, qui, alors, je l'ignorais, a été sculpté par Georges Diebolt. Le zouave, depuis l'été où Lady Diana est morte, il est débordé. Lady Di entre ses jambes, hein. Elle est passée comme ça, il aurait pu serrer le genou. Salaud de zouave du pont de l'Alma. Je n'aime plus le pont de l'Alma depuis qu'ils ont tué ma Lady Di. En tout cas, le fameux zouave, donc cette représentation d'André-Louis Gaudy par le sculpteur Georges Diebolt, n'a jamais été aussi trempé, nous dit le point. En 12 mois, entre avril 2000 et mars 2001, il est en effet tombé 2 fois plus de pluie sur la capitale que d'habitude. On n'avait jamais vu autant d'eau depuis 1873, et le fameux zouave du pont de l'Alma en est le principal témoin. Ah bah oui, et d'ailleurs, d'où le célèbre slogan zouave d'aujourd'hui. Et alors, là, j'ai besoin de votre culture, Pierre Bénichou, parce que à propos de cette rumeur entre Paris et Abbeville, Le Point écrit et nous montre la photo de la gare d'Abbeville, la rumeur d'Abbeville. Le port d'Abbeville. La gare. Dans les années 70, disséquée par Edgar Morin, la rumeur d'Orléans avait fait les bonheurs de la sociologie française. Y aurait-il aujourd'hui la rumeur d'Abbeville? C'était quoi la rumeur d'Orléans? La rumeur d'Orléans, c'est qu'il y aurait eu dans les arrière-boutiques de magasins de prêt-à-porter pour dames, tenus tous par des juifs, des arrière-boutiques dans lesquelles les clientes entraient et qu'elles ne revenaient jamais. Ah oui. Et ça avait été une rumeur qui avait enflé. On n'avait jamais trouvé la moindre personne. Non, ils étaient bien organisés. Et c'était une rumeur terrible. Et le sociologue Edgar Morin était allé avec une équipe de son école de sociologie, et ils avaient passé 5 ou 6 mois là-bas, ils avaient interrogé tout le monde, ils avaient truc, et ils avaient essayé d'expliquer scientifiquement comment naît une rumeur, pourquoi elle naît, comment elle prospère, et comment, bien qu'il n'y ait aucune preuve, aucun fait, ça continuait à monter, à enfler. Et puis il y a des gens c'était l'air de la calomnie, quoi. Mais la rumeur d'Orléans, elle a duré très longtemps, parce que moi, je me souviens, je suis arrivée à Paris dans les années 75. Oui. Je n'allais. Les années 75? À peu près, quoi. Ouais, 75. Son arrivée à Paris a duré assez longtemps, si vous voulez. Bah, moi, en 75, j'aurais jamais été dans une boutique toute seule essayer. À Orléans? Non, à Paris. Pourquoi Jeanne d'Arc a gardé sa cote de maille toujours la même tout le temps? Évidemment. Parce qu'on nous disait. C'était une cabine d'essayage qu'elle portait, d'ailleurs. Non, mais c'était le lieu de tous les fantasmes. C'est-à-dire, c'est là où les femmes vont seules, se déshabillent, un peu dans le noir. Il y a un vendeur qui arrive et qui lui dit non, mettez ça. C'est un endroit propice à ça, ce genre de conduite fantasmatique qu'ont les gens. Et en plus de ça, comme c'était tenu beaucoup par des juifs, on disait les juifs, ouais, ils font ça, ils font la traite des blanches, tout ça. C'était un des derniers avatars de l'antisémitisme qui s'était tué entre 45 et 75 pendant 30 ans, et qui n'a repris qu'à peu près 6 ou 7 ans plus tard avec Le Pen. Je savais pas que c'était pour ça, parce que nous, on nous disait qu'on finirait dans un émirat. Oui, mais les juifs, ils ont des accointances avec les Émirats. Ils sont malins. C'est jamais allé essayer toute seule tes petites culottes, et de là la rumeur te concernant. Donc il faut le dire aussi aux auditeurs, si un jour vous croisez Valérie Mérès dans une boutique et qu'elle vous dit vous voulez pas venir essayer une culotte avec moi, c'est pas une invitation, c'est qu'elle a peur. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, ce n'était qu'une rumeur. Bravo Bénichou, Pierre, de avoir su nous informer. Ah non, vraiment.
Tu ne veux pas devenir le monsieur champagne de l'émission. Ah non, je sais que vous êtes un peu gêné, mais... Tiens, dans l'émission, justement, on a tout essayé cette semaine. Si vous l'avez regardé, si vous avez veillé tard, parce que à cause du Premier ministre, l'émission est passée très tard la nuit. On a fait un test amusant et que Match reprend finalement. Le match de la vie gastronomie, sous la plume de Irène Vacher, nous dit quelles sont les fleurs à croquer. Car effectivement, on vous en a parlé mardi dernier à la télévision, on vous en parle aujourd'hui, et Paris Match consacre plusieurs pages à l'art de cuisiner les fleurs. Alors Philippe Gueluc, est-ce que depuis mardi dernier, vous avez un peu réfléchi, goûté Mais c'est-à-dire que pour ceux qui ont vu, ils ont pu se rendre compte que mardi dernier, j'ai effectivement goûté. J'étais un des seuls à manger autant de fleurs et à en recracher. Tu as recraché un bouquet de coquelicots. Oui, absolument. Moi, je les ai recrachés. Je peux avoir des paroles fleuries parfois aussi. Mais vous n'avez parlé que des fleurs que l'on mange. Or, les fleurs envahissent notre univers. Moi, le papier toilette, par exemple, est parfumé au chèvrefeuille. Je ne peux plus supporter l'odeur du chèvrefeuille dans les jardins. C'est mieux que la merde, quand même. Ça peut être... Mais la prochaine fois, prends un Suchet Rochard pour t'essuyer. Mais ça lui ressemble et ça n'en est pas. Là, que nous écrit Paris Match, eh bien que désormais les fleurs, on les hume, on les contemple, on les cultive avec amour, puis on fait son dîner avec elles. Ainsi, l'arôme subtil des pois de senteur et des roses parfume une douceur au lait. Les primes verts et les pensées relèvent avec poésie les œufs, tandis que les bégonias réveillent une printanière de légumes, par exemple. Et c'est la même personne qu'on a reçue, Alice Caron-Lambert, qui consacre sa vie à cette gourmandise, à cet art qu'est la culture et surtout la cuisine des fleurs. Valérie, vous auriez aimé ça goûter ? C'est-à-dire que j'ai déjà goûté, mais moi je trouve qu'à part la fleur de courgette, les capucines, c'est peut-être pas encore, ce qu'il y a de meilleur dans la fleur de courgette, c'est le beignet. Oui, mais capucine. j'adore les fleurs, je préfère les regarder, les avoir sur ma table plutôt que dans mon assiette. Moi aussi. Parce que j'ai essayé de faire le contraire. J'ai mis un vase avec 2 beefsteaks dedans et des roses avec des pommes frites, ça n'a rien de ces pommes. Je trouvais que c'était un contre-emploi complet. Ça donne Elle pas avait la l'air même complètement exaltée, azimutée, cette dame que vous avez vu ça à la télévision. Elle était très gaie, très gentille. Elle était pas très gaie, t'es dingo. Ouais. Mais tu sais, elle devait bouffer les fleurs et fumer l'herbe. Hein. Mais c'est une avancée quand même, parce qu'avant, on était obligé, quand on voulait inviter quelqu'un, une dame à dîner, on allait chez elle, on lui offrait un bouquet, on l'emmenait dans un bon resto. Maintenant, on va chez elle, on bouffe directement le bouquet. Donc, c'est ça, on lui donne des fleurs, elle dit tu manges. Voilà, c'est ça. Oui, on gagne du temps, vous avez raison. Et de l'argent. Est-ce que vous avez un bon souvenir, vous ? Moi, je parfume mes toilettes avec fraîcheur cassoulet maintenant. Mais t'as vraiment le moyen de dégoûter les gens, toi. Tu dis un truc et c'est dégoûtant. C'est con parce qu'il a pas un mauvais physique. Mais il débecte, c'est drôle. C'est incroyable comme il vaut mieux un type comme Gueluc ou comme moi. Bon, on a des physiques un peu... Mais on est charmants. Voilà. Et pourquoi il n'emballe pas ? Et nous, on ne sait plus où les mettre, c'est à cause de ça. Et moi, au contraire, je dis à toutes les femmes que j'aime ma femme et que je suis fidèle à ma femme. Et ça les rend folles. Et alors, toutes les femmes viennent se mettre autour de moi et disent, oh, toi, c'est formidable. Tu es un type fidèle et on n'a pas peur de toi. Et je suis entouré il y a 2 trucs comme ça. Il y a fidèle et pédé, croyez-moi. Ah oui, pas savoir comme ça marche. La pédé fidèle, t'imagines? Ben non, parce qu'elles veulent toujours convertir. Et oui. Ce sont des évangélistes, les femmes. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu connais l'évangéliste, c'est une fleur. Oui, la plus belle. Moi, je suis comme mon canapé, je suis pas convertible. Ce que veut dire Bénichou, c'est que des types comme Bénichou ou moi, avec les physiques qu'on a et les choses qu'on dit, c'est que les gens, ils nous dévorent des yeux. Évidemment. Et ils boivent nos paroles. Évidemment. Bah, des fois, et ils j'ai sont nourris. l'impression que je suis tout recouvert de miel à son comme de mouche. C'est vrai, une fois, je me suis retrouvé dans une pièce avec une dizaine de jeunes Suédoises entre 25 et 30 ans, complètement à poil. Elles m'ont sauté dessus. Ah oui. Elles m'ont violé alors que j'aurais préféré leur parler, tout simplement. Oui. On est loin de l'art culinaire et des fleurs, je vous signale. Pas tellement. On n'est pas loin des fleurs parce que dès qu'on arrive quelque part, les femmes nous mettent autour du cou des colliers de fleurs, comme à Tahiti. Ah oui. Ah oui, moi chaque fois que j'arrive à la gare du Nord en Thalys, il y en a aussi. Bon, c'est dans d'autres costumes, elles sont habillées chaudement parce qu'il fait froid. C'est des artichauts, des artichauts, des oignons. Moi, je me contente d'un bon Tahiti douche. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub avec notre fleur à nous. La reine des fleurs, la fleur du cinéma français, la vieille tige, Monique Pantel. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est les 10 dernières minutes avec non seulement Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Franck Dubosc, Sophie Garel, Valérie Mérès, mais aussi, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots de tout à l'heure, Monique Pantel, bonjour. Pantel ne parlera pas. Pourquoi, Monique? Parce que Pantel ne veut plus parler. De quoi? Elle sait que son public l'attend ailleurs. Où?
Ou je ne sais pas. Non, j'essaie de lire l'article sur Delon. Delon dans TV Magazine, c'est hilarant. Ah oui? Non, Delon ne fera plus de cinéma. Le cinéma français n'existe plus. C'est Delon qui le dit. Il doit pas aller au cinéma souvent. Ça m'a fait rire, alors. Elle est mignonne. Moi, il me fait la peine, Alain Delon. Pourquoi? Tous les ans, il va à l'élection de Miss France, il est jamais élu. Qu'est-ce qui se passe au niveau cinéma cette semaine, d'abord? C'est un peu mou, hein. Ah oui, oui. C'est un peu mou. Le film qui marche le mieux, je sais que vous avez horreur des chiffres, je le dirai pas, donc c'est le plus mignon, c'est 15 août. 15 août. Enfin, qui marche le mieux dans les films sortis depuis mercredi, évidemment. Oui, depuis mercredi. Parce qu'évidemment, les films qui marchent le mieux pour l'instant, ça reste Yamakasi, Belphégor, La Tour Montparnasse et Les Visiteurs en Amérique. Tour Montparnasse, c'est pour moi qu'ils y vont. Oui. Je me fais pas d'illusions là-dessus, il faut bien savoir quand même. Évidemment. Il y a d'autres films qui sont sortis mercredi et parmi ceux-là, vous dites c'est 15 août qui marche le mieux. Ah bah évidemment. C'est un très joli film pour les femmes, sur les hommes. 3 mecs qui partent retrouver leur femme en week-end sur la côte atlantique. Et quand ils arrivent, ils trouvent une fille au père qui garde les enfants. Les femmes se sont barrées. Ils sont furieux. Et c'est très très amusant et super bien joué. J'ai jamais vu Claude Berry, aussi bien joué. Non, Maurice Berry. Ça fait du bien d'avoir une spécialiste cinéma. Oui, je l'ai jamais vu aussi bien joué. Il est très 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 bien séducteur, comme ça. Et Charles Berling et Jean-Pierre Daroussin. Et oui, ils sont très bien tous les trois. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai vu le film et j'ai trouvé ça mais pas crédible une seule seconde, pas drôle. Ça m'a pas amusé une fois ce film. Je trouve que c'est le plus amusant de la semaine. Hein. Valérie? Je l'ai pas vu moi, mais j'avais très envie d'aller le voir. Le thème me plaît. Oui, c'est bien. Le thème est très joli. Pareil que Valérie, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu j'entends les. Alors, je vous fais confiance parce que je sais que vous avez bon goût pour le cinéma, Laurent. Mais en même temps, rarement un film m'a donné autant envie d'aller le voir. Bah allez-y. Hein. Moi, il y a quand même des choses pas crédibles. Ces 3 mecs là, Daroussin, Richard Berry et Charles Berling, ils sont des gens plutôt fortunés. Il y en a un qui est gynécologue. Enfin, ils gagnent de l'argent. Il y en a un qui a une énorme bagnole et ils louent à 3 une maison où il y a un chiotte pour 18. Ça c'est vrai. Oui. Avec du papier peint, c'est même pas permis. Je peux pas trouver encore une maison qui se loue comme ça aujourd'hui. Enfin, c'est pas crédible une seconde ce film, Monique. Mais non, c'est très crédible. C'est le plus crédible de la semaine. Si vous voulez. En tout cas. Vous le conseillez en tout cas. Ça Moi je le conseille. C'est 15 le août. plus joli, le plus mignon. Le roman de Lulu avec Thierry Lhermitte. Oh. Alors ça, il faut prendre la tangente. Il faut s'en aller en courant. Hein. Ah oui. C'est mauvais. Paraît-il que ma copine qui était avec moi, qui est là à la radio avec vous, ce qui est très étonnant. Sophie Garel. Sophie. Elle m'a dit la pièce était très bonne. La pièce était formidable. La pièce, alors le film est complètement raté, c'est chiant, on n'en finit plus. Il y a Patrick Bouchitet aussi dans le film. Vous avez dit le roman de Lulu, c'est pas le roman de Lulu, c'est le roman. Oui, le roman. Il s'appelle roman. C'est vrai, c'est le roman de Lulu. Le klaxon. Et je crois que la pièce avait été créée par Sandrine Kiberlin et Gérard Darmon, je crois. Voilà. Hein, et je comprends jamais d'ailleurs pourquoi les films ne se jouent pas avec les mêmes comédiens qui ont fait le succès de la pièce. Bah, c'est peut-être plus facile de monter une affaire avec Thierry Lhermitte qui est en plein succès. Je suis pas sûr que Sandrine Kiberlin elle marche très bien. Oui, mais alors elle a Pourtant, je peux vous dire un secret. C'est même pas un secret d'ailleurs. Non. C'est que cette pièce-là a été écrite par le père de Sandrine Kiberlin. Oui, c'est pas un Et qui avait donné la pièce à sa fille, qui avait fait porter à l'impresario de sa fille la pièce, qu'il a lue, qui a dit cette pièce est formidable, qui en a un peu parlé à la maison, le père a fait ça. Et quand elle a commencé à la répéter, il lui a dit qu'il en était l'auteur. Donc elle avait toutes les raisons de jouer le film. Et oui. Peut-être ils n'étaient pas libres au moment du tournage. Peut-être. Le film a été réalisé par Pierre-Olivier Scotto. Vous ne conseillez pas le roman ou le roman de Lulu? Alors pas du tout. Alors l'ermite est dans ce film-là. Junio, lui, est dans Oui mais avec Émilie Dequesne, Gérard Junio, un film réalisé par Yves Lavandier. Comment c'est, Oui mais? Alors là, moi, j'y ai pas cru du tout. Oui. C'est drôle, cela dit, que la même semaine sorte un film qui s'appelle 8 mai et un autre 15 août. Oui. Oui, mais... Bravo. Oui, vous disiez, Monique. Alors donc Gérard Jugnot, il n'est pas crédible du tout, mais c'est surtout son personnage qui n'est pas crédible. Il joue un psy, hein. Il va nous faire une psychanalyse de cette petite, le temps d'un film, et évidemment, on va croire voir une vraie psychanalyse, c'est-à-dire que elle va être guérie à la fin. Ça aurait pu être un film de Gérard Miller, hein, mais c'est un film d'Yves Lavandier. Alors j'aurais voulu qu'il soit là, Gérard Miller. Il n'est pas là aujourd'hui. Pour lui demander s'il pouvait croire ça. Il se prononcera pas là-dessus. Et pourtant, Yves Lavandier. Dans tous les cas, c'est pas crédible du tout. Jean-Luc Lemoyne. Non, c'est bizarre que ce soit pas crédible parce que c'est le premier film de Yves Lavandier, mais Yves Lavandier est l'auteur aussi d'un livre qui s'appelle La Dramaturgie, qui est l'ouvrage de référence de tous les scénaristes. Donc c'est marrant maintenant qu'on puisse critiquer son scénario parce que justement d'habitude il fait office de référence pour tous les scénarios pour voir s'ils sont bons ou pas justement. C'est pas forcément le cordonnier le mieux chaussé. Exact, bravo. Autre film sorti mercredi, un film avec Keanu Reeves que vous avez peut-être vu, Intuition. Oui, c'est très bien. Ah, c'est vrai? C'est un beau, ils disent les gens intelligents, c'est une série B, mais c'est une série B fantastique, on a vraiment peur, c'est superbement joué par Cate Blanchett.
qui donne le frisson. Elle a un don de médium et elle est formidable. Et c'est quoi le sujet du film? Eh ben, elle est veuve, elle a 3 enfants ou 2, et tout d'un coup, elle se trouve un don de médium dont elle fait profiter les gens de son village. Et il y a une femme qui est assassinée, et vous voyez, elle va essayer par son don de médium, de trouver qui l'a assassinée. Et c'est Keanu Reeves, c'est l'assassin? Ah, voilà, je vous en dire, vous voulez trop savoir. Ah, bah, je voudrais savoir. Je ne raconterai pas la fin du film, mais il est très bien, Keanu Reeves. Et vous le conseillez, ce film? Pour la première fois, il fait un méchant. Intuition, donc. Intuition. Monique, on m'a dit, je crois que c'est à la rencontre de Forrester. Oh, j'ai pleuré. On m'a dit que c'était très bien. Avec Sean Connery. Très bien. Alors, formidable. Comment il a Sean Connery là-dedans? Il est génial. Bon, je lui dirai. Génial. Et le petit noir qui joue avec lui. C'est une initiation. C'est un petit noir comme ça qui a 16 ans. Qui joue merveilleusement du basket. Ouais. Et l'autre, c'est un petit policier mais qui est cloîtré dans son étage très élevé, qui dans le Bronx, il voit ce petit depuis son étage. Enfin bref, ils arrivent à se parler et il va lui passer son talent d'écrivain, son talent. Enfin bref, c'est une passation de pouvoir, une passation d'amour. C'est formidable. Ça dure 2h16 et ça s'appelle À la rencontre. C'est trop long. Le début est trop long, mais tant pis, on s'en fout. Moi, j'ai pleuré. C'est magnifique. Et ça s'appelle À la rencontre de Forrester. Et est-ce que ça ressemble pas trop Il faudrait se taire quand j'ai pas terminé. Oh, alors. Est-ce que ça ressemble pas trop à Will Hunting, qui était du même réalisateur, Gus Van mais Sant? celui-là qui nous emmerde. Il faut pas faire des références à d'autres films. C'est très bien, point final. Ouais, tu sais, c'est un petit jeune, il veut montrer qu'il a de la culture. Allez-y, Jean-Luc. Tu sais que je peux te péter la gueule, moi. Monique. Bravo, Jean-Luc. Faut passer, c'est ça. Oh non, mais enfin. Monique, oui. le film là, avec Sean Connery, le petit garçon, c'est un petit portoricain? C'est un petit noir. Un petit noir? Il est mignon, il est sensationnel. Il a des yeux, on dirait qu'il avale les paroles de Sean Connery. Qui, le petit portoricain? Le petit noir. C'est très, 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 très bien. Vous y connaissez rien. Et le plus beau des combats avec Denzel Washington? C'est bien. C'est bien? C'est un bon film. Bon. Avec Denzel Washington, qui est, comme d'habitude, très très bien. Le sujet? Le premier coach noir. Il est portugais. C'est marrant, il n'y a que des noirs. C'est vrai cette semaine. C'est le premier coach noir d'une équipe de blanche de foot américain. Il arrive à se faire intégrer, c'est très très bien. Alors à part ça, je vous annonce quand même pour la semaine prochaine un film sensationnel. Ah, oui. Vous savez bien, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà, tout le monde l'attend, hein, le destin d'Amélie Poulain. C'est un délice ambulant. Eh ben, on en reparlera vendredi prochain, d'accord, Monique? Oh, je l'aime, ce film. Je vous embrasse. Moi aussi, soyez sages et puis ne faites pas trop d'intello. Hein. D'accord. Au revoir, Monique Pantel. Au revoir. Ciao, bye bye. Elle était fatiguée, hein? Non, moi je dis c'est plus la même. Non, moi ce que j'aime avec Monique Pantel, c'est qu'au moins avec elle, on chasse nos idées noires. Qui est allé au cinéma et a vu des films intéressants, des films qu'il a envie de conseiller? D'abord cinéma, si vous voulez bien. Pierre Bénichou, vous avez vu des choses? Non, je ne suis pas allé au cinéma cette semaine, car j'ai consacré la semaine à l'étude et à la méditation. Parfait. Valérie, c'est du théâtre dont vous aviez envie de parler. Je conseille, je recommande chaudement un spectacle qui est dans une petite salle à Paris, le théâtre des Saillons. Oui. C'est un spectacle qui s'appelle 37 ans. C'est mis en scène par Pierre Lourageau. C'est joué par Pascal Roberts et Antoine Herbers. Et ça s'appelle 37 ans parce que c'est la rencontre entre une femme qui a fait 37 ans de prison parce qu'elle a fait partie des Black Panthers. Elle a tué des gens, en fait. C'est Pascal Roberts? Voilà, c'est Pascal Roberts. Et elle va être interviewée par un jeune homme de 37 ans. C'est Antoine Herbers. Et c'est la rencontre de ces deux personnages qui n'ont rien en commun à part ces 37 ans, elle, d'enfermement et lui d'âge et qui est complètement désabusé, qui n'est pas intéressé par la vie. Et c'est la rencontre de ces deux personnages. Je vous le recommande chaudement. Et Saillon. Pierre Bénichou, rien à ajouter? Non, parce que tout me convient de ce qui a été dit. Une petite lecture, un petit livre à conseiller? Cinématographique. Moi, je lis le journal de Paul Morand en ce moment. Ah, très bien. Et je trouve ça très, 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 très étonnant. Et je suis d'accord avec rien de ce qui a été dit. Parce qu'on dit que c'est un livre ignoble, ce qui est vrai. On dit que c'est un livre qui doit ne pas être mis entre toutes les mains, ce qui est faux. Parce que je trouve que c'est formidable et que les outrances de son gâtisme sont elles aussi intéressantes. Et que c'est un bouquin écrit superbement, évidemment. Et marrant d'un bout à l'autre. Et qu'on savait bien que les vieux cons restent des vieux cons. Mais que leur talent, personne ne leur enlève. Voilà. Franck Dubos? Oui, si, moi je viens de lire le Télé-Loisir de la semaine prochaine, qui est très très bien. Et vous le conseillez? Je le conseille. Moi j'ai lu un bouquin ce week-end Pascal, j'ai profité pour, outre le livre de Françoise Giroud, mais on en parlera car on l'aura au téléphone bientôt, j'ai lu L'Abolition, le livre de Robert Badinter consacré à l'abolition de la peine de mort. C'est lui quand même qui en a le mérite. Et c'est un formidable livre,
très bien écrit et qui raconte toute l'histoire de l'abolition de la peine de mort. Et c'est passionnant, c'est chez Fayard. Je vous le conseille vraiment, Robert Badinter, l'abolition. Et moi, j'ai commencé hier soir le nouveau livre de Gérard Miller qui s'appelle Après la colère. C'est pas vrai. Il sort un nouveau bouquin et je me dis que s'il va en parler dans quelques émissions de télé, c'est chouette parce qu'on va le voir à la télé un peu. Parce qu'on se demande, on se demande à quoi il ressemble, on l'entend toujours à la radio. Et j'aimerais bien voir sa tête. Allez, bon week-end à tous. Le best-of, c'est dimanche soir après 18h. Et puis on se retrouve de toute façon lundi matin avec Julie ou à 16h30 avec toute l'équipe. Bye bye, bon week-end.